Bienvenue dans une nouvelle Storytime. Aujourd'hui, je vais vous parler du mémoire et plus précisément, je vais revenir avec vous sur ce qui s'est passé pour moi pour mon TER de L3, mon mémoire de Master 1 et également le mémoire diplômant de Master 2. Dans cette vidéo, vous n'allez pas forcément trouver de conseils concernant la méthodologie, l'organisation, etc., mais plutôt un retour d'expérience d'une personne qui a galéré à faire 3 mémoires et vous verrez que ça ne m'a pas servi de leçon puisque dans les diplômes universitaires que je suis en train de réaliser, pour valider ces diplômes, il faut également faire un mémoire. J'aime beaucoup faire des mémoires, il n'y a pas de souci, mais vous verrez que c'est des fois très compliqué de pouvoir prendre du plaisir à l'instant présent quand on est en train de rédiger un mémoire. Concernant le TER de L3, je m'y suis prise très tardivement puisqu'on devait commencer à réfléchir à notre sujet au mois de novembre et je l'ai réellement trouvé fin janvier. Donc j'ai commencé à avoir un gentil petit coup de pression de la part de mes professeurs et en discutant avec la responsable de notre L3, j'ai commencé à échanger avec elle sur les différentes thématiques sur lesquelles elle travaillait. À un moment, elle m'a expliqué qu'elle travaillait sur un article sur le couple face à la maladie et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de reprendre une partie de son article pour creuser la question, notamment du couple face au cancer. Au fur et à mesure des échanges, elle a trouvé ce sujet plutôt pertinent et elle m'a dit c'est bon, vous avez carte blanche, faites comme vous voulez. Et alors là pour le coup, moi qui suis généralement ok pour avoir carte blanche sur beaucoup de sujets et faire un petit peu comme je veux, le fait d'être peu encadré sur ce sujet, qui était pour le coup la première fois que je faisais une véritable grosse rédaction d'un mémoire, c'est venu un petit peu me désarmer et j'ai commencé à perdre un peu confiance en moi en me disant c'est bien, t'as mis les choses en avant, t'as un super sujet, mais pour le coup comment est-ce que tu vas maîtriser les choses, comment est-ce que tu vas réussir à faire quelque chose de construit, de cohérent et surtout qui répond aux exigences pour valider du coup ta licence et avoir par la même occasion une bonne note. Donc là ça a été un petit peu compliqué, c'est surtout que je n'avais aucune idée de ce que voulait dire confrontation théorico-clinique. J'imaginais un espèce de fight entre des auteurs et la pratique, mais je comprenais pas trop ce que ça voulait dire. Et au fur et à mesure de mes lectures, parce que j'ai jamais autant lu d'articles sur le couple et sur la maladie que pendant ma licence, ça a été un truc incroyable. Quand je revois la bibliographie de tout ce que j'ai pu mettre dans ma tête, c'est du délire comparé à même ce que j'ai pu faire en master, où pour le coup j'avais compris comment trouver un article et j'évitais de m'éparpiller à lire des bouquins qui n'allaient pas être ok avec mathématiques ou même pour le coup à chercher des articles qui n'étaient en rien en lien avec justement ce que je pouvais chercher. Donc j'ai évité de m'éparpiller, ça a été quelque chose d'assez compliqué à mettre en place, mais c'est grâce justement à mes nombreuses recherches en L3 que j'ai pu du coup gagner du temps. Donc ne minimisez pas votre bibliographie, essayez de voir ça comme un exercice qui va vous permettre justement de savoir cibler pour vos prochaines recherches là où il faut aller, quand est-ce qu'il faut aller et surtout là où il faut creuser. En parlant de creuser, j'ai eu vraiment l'impression de m'enfoncer à certains moments dans ce TER de L3. J'avais quand même mis de rien beaucoup de pression puisque cette thématique était le titre d'un article d'une professeure de l'université de Caen. Je vous ai d'ailleurs mis en description le lien vers cet article qui m'a pour le coup énormément aidé pour construire mon TER de L3. J'ai repris ce fil conducteur et ça m'a permis d'agrémenter justement avec la partie clinique. Puisque au fur et à mesure des mois, j'ai compris qu'en réalité, il fallait mettre en lumière ce que les auteurs disaient et venir voir si ça allait dans le sens ou non de ce qu'on trouvait sur le terrain. Et moi, pour le coup, j'imaginais vraiment que ce qu'on trouvait sur le terrain, c'était ce qu'on pouvait expérimenter au cours de nos stages ou même au cours de notre vie de tous les jours. Et là, j'ai compris qu'il fallait mettre en place des expérimentations avec une méthode solide et pour le coup, des hypothèses, des statistiques, etc. etc. Donc j'ai eu la chance de vraiment faire un TER qualitatif et non quantitatif, ce qui fait qu'au niveau des statistiques, j'ai eu 2-3 petits croisements de données, mais j'ai pas du tout eu à creuser ça. Là où vous le verrez, pour le M1, ça a été un petit peu plus compliqué. Pour le M2, j'ai pas du tout eu à faire des statistiques, donc j'étais ravie. Mais je sais que bon nombre de mes collègues m'ont toujours dit que ce qui avait été horrible pour eux, c'était la partie analyse de données et statistiques de leur mémoire. Donc là, je ne vais pas pouvoir vous faire un gros retour d'expérience sur la partie statistique dans les mémoires, puisque j'ai toujours réussi à me faufiler et à justement éviter de tomber trop dans le statistique. Je me suis vraiment basée sur énormément de théories et avec beaucoup de questionnaires et beaucoup justement de réponses qualitatives, j'ai pu croiser mes données et avoir justement une véritable confrontation théorico-clinique qui est venue étayer justement l'article de cette professeure. Et ça lui a beaucoup plu et je pense que j'ai marqué des points puisque là où je me suis dit mince, tu vas risquer de faire quelque chose de redondant, elle y voyait presque une actualisation justement de ce qui se trouvait dans son article. Donc petit conseil et premier conseil non négligeable d'ailleurs, n'hésitez pas à communiquer avec vos professeurs sur leur sujet de doctorat, sur les articles qu'ils sont en train de faire, pour voir si vous ne pouvez pas vous insérer dans cette brèche-là et proposer quelque chose qui n'est pas justement terriblement en lien avec eux et qui je dirais, prend un peu de recul, qui prend justement un autre regard sur ce sujet-là, mais qui vous permet quand même justement d'avoir déjà une base de connaissances théoriques solide, qui vous permet pourquoi pas de piquer à droite et à gauche quelques petites bibliographies
pour vous-même construire justement votre propre partie théorique, mais en vous inspirant nettement de ce qui a déjà été fait. On n'est pas là pour plagier, on n'est pas là pour avoir le travail qui est déjà pré-mâché, mais c'est important quand même, notamment pour un TER de L3 qui reste, on ne le redira jamais assez, l'un des premiers gros écrits que l'on rend, quelque chose quand même de sécurisant, de savoir que l'on va vers quelque chose qui a déjà été fait, et mieux, qui a déjà été construit dans quelque chose de solide. Là où j'ai le plus galéré, c'était de trouver du coup des sujets pour cette expérimentation, c'est-à-dire des couples qui acceptaient justement de répondre au questionnaire que j'avais créé. Donc au niveau de la création du questionnaire, j'ai repris vraiment des questions du plus précis au plus large, je suis passée du détail au global, et non du global au détail, ce qui a pu me poser des fois quelques petits problèmes justement pour organiser le déroulement de ma pensée dans mon mémoire, mais ça a été quelque chose de super intéressant, mais de très compliqué, notamment en vue de la thématique de mon mémoire qui touchait au couple et à la maladie. Vous vous rendez bien compte que tout ce qui tourne autour de la psychosexologie, c'était quelque chose déjà avec laquelle je n'étais pas forcément à l'aise, mais aussi quelque chose de compliqué au niveau justement du retour d'expérience des couples. Donc là j'ai galéré, j'ai dû ratisser hyper large. Sur mon lieu de stage qui pour rappel était un EHPAD, je ne pouvais pas du tout me permettre de faire passer ce type de questionnaire puisque les couples qui étaient du coup en lien avec la maladie avaient soit des pathologies qui ne permettaient pas justement de communiquer de la bonne des manières, soit pour le coup c'était pas des cancers. Et moi je me centrais vraiment sur le couple face au cancer et comment la dynamique du couple est impactée par la maladie, que ce soit au temps de l'annonce mais également au temps de la rémission. Je m'étais pas du tout attachée aux soins palliatifs, là où j'aurais pu du coup développer beaucoup de choses. C'est un regret que j'ai eu parce que ça m'aurait aidé même dans mes futures recherches d'emploi à dire justement j'ai pu travailler en soins palliatifs sans faire un diplôme universitaire grâce à mon mémoire, mais j'ai un petit peu loupé le coche et c'est surtout que vous vous rendez bien compte que entre l'annonce et la rémission d'un cancer, il se passe énormément de choses, ce qui fait qu'à un moment donné, je pouvais pas me permettre de rajouter en plus tout ce qui était malheureusement soins palliatifs et décès d'un conjoint. J'ai voulu le faire en M1, vous verrez que ça s'est pas passé du tout comme ça, mais j'avais vraiment envie de construire quelque chose de cohérent, quelque chose aussi d'attrayant, parce que c'est important de venir harponner le lecteur, que votre TER ne soit pas ennuyant, parce que si c'est juste un condensé d'informations et qu'on voit que ça ne vous a pas du tout plu, ça va vraiment se ressentir, et là pour le coup votre note va vraiment pouvoir être diminuée, et c'est ça qui est embêtant, parce qu'il y a des TER qui sont passionnants, mais on voit que la personne, elle n'est pas impliquée dedans, le sujet nous passionne nous, mais on sent que l'auteur de ça n'a pas vraiment été ultra impliqué, et ça peut être un petit peu délétère justement pour la lecture. Je vous le disais, ce qui a été le plus compliqué pour ce TER de L3, c'était de trouver des sujets qui acceptaient de répondre à ce questionnaire. Je me souviens que je harcelais les réseaux sociaux, je disais à tout le monde, si vous avez des gens qui sont atteints de cancer, qui sont en couple, surtout dites-leur de au moins m'appeler, je veux avoir un petit retour d'expérience, etc. J'ai ratissé hyper large, j'ai fait tous les centres de cancérologie de l'ensemble de ma région, et pour le coup, j'ai réussi à avoir le témoignage de 5 couples. Et ça, c'était juste génial, parce que mon questionnaire était très long, j'avais énormément de questions, énormément du coup de données qualitatives liées au langage à traiter, et c'était quelque chose qui pour le coup me faisait peur, mais en même temps je me disais c'est bon, t'as au moins réussi à avoir 5 couples, et du coup 5 témoignages non négligeables pour venir argumenter et confronter du coup la pratique à la théorie. Concernant le rendu de ce fameux TER, j'ai eu un énorme coup de stress la veille de le rendre puisque j'ai changé sur le groupe Facebook lié à la licence et il y a quelqu'un qui à un moment a posé la question, c'est combien le nombre de pages pour le TER ? Et au vu des réponses, il y avait des gens qui avaient fait des TER de 70 pages et moi j'étais à 45 pages. Et le nombre qui revenait le plus, c'était supérieur à 50. Et alors là, je vous promets, quand on a tout écrit, quand on a tout corrigé, qu'il ne reste plus qu'à venir relier son mémoire, là c'était le stress total. Et j'ai même envoyé, et j'ai retrouvé ce mail, justement un échange mail à ma prof en lui disant « mais s'il vous plaît, dites-moi qu'avec 45 pages, je peux rendre mon mémoire ». Et elle m'avait répondu « ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité ». Et mon Dieu, ce qu'elle m'a pu me soulager cette réponse-là, parce que du coup j'étais vraiment le cœur léger en rendant mes mémoires, j'avais vraiment fait quelque chose qui me correspondait, je m'étais impliquée à fond, à 100%, et du coup je suis allée à la soutenance. Et à la soutenance, j'avais pas compris du tout comment ça allait se passer, je pensais que j'allais avoir le professeur et pourquoi pas un psychologue sur le terrain qui allait être invité, mais en réalité quand je me suis pointée, j'ai vu qu'en fait il y avait tout le monde qui était du coup convoqué au même moment. Donc là j'ai commencé un petit peu à paniquer, je me suis dit mais attends, on est tous convoqués au même moment, qu'est-ce qui va se passer? Et en fait tout le monde a été invité à écouter le TER de tout le monde. Et ça a été ultra stressant. Je suis pourtant quelqu'un de plutôt à l'aise à l'oral maintenant, mais à l'époque c'était la première fois que je faisais une soutenance aussi importante, surtout sur un travail pour lequel j'avais été autant impliquée, et de savoir qu'il allait avoir l'ensemble de mon groupe lié justement encore une fois à la thématique qu'on avait choisie, puisque tout ce qui était somatique, il y avait un groupe qui s'était construit, après on était orienté vers la clinique, donc il y avait des sous-groupes, mais en tout cas on était quand même une quinzaine avec cette professeure qui nous avait encadrés à devoir s'écouter.
Et là, la professeure a posé la question qui veut passer en premier, et moi tout de suite je me suis dit au moins ce sera fait, mais il y a une autre main qui s'est levée avant moi, et du coup cette personne est passée avant moi et elle s'est faite dézinguer, il n'y avait pas d'autre mot, la prof c'était pas forcément de l'humiliation, mais a tout repris de A à Z, alors que la prof avait validé quelques semaines avant sa méthodo, avait tout validé, elle était sûre d'elle, et en fait elle l'a mais pulvérisée sur place, et en fait j'avais fait un petit peu pareil, et c'est surtout que je me suis dit, faut pas être trop confiant, et faut surtout faire ce qui est très intéressant, c'est une remise en question. C'est ça qu'il faut faire et qui est très intéressant, c'est un moment venir prendre du recul et se dire, ok, le prof il connaît mon mémoire, généralement il l'a lu dans les détails, il a corrigé même des parties où il nous a donné des conseils, il connaît surtout votre conclusion, mais ce qu'il est important c'est de venir rajouter des choses. Qu'est-ce que vous auriez pu faire de mieux? Qu'est-ce que vous auriez pu faire différemment? Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous rajouteriez ou qu'est-ce que vous enlèveriez? Vraiment venir créer en fait une nouvelle forme de votre mémoire et venir le peaufiner pour qu'il soit absolument parfait. Du coup, dans l'urgence, c'est ce que j'ai fait lors de mon oral, j'ai fait quelques balbutiements de remise en question, etc. Et elle est même jusqu'à aller me dire que du coup, j'étais un petit peu trop critique par rapport à mon mémoire. Donc là, je me suis dit, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Quand on est dans le stress du mémoire, la moindre critique, même constructive, on la prend de plein fouet et tout est remis en question de A à Z. Mais j'étais super contente, une fois la soutenance passée, de pouvoir malheureusement me comparer avec les autres et de me dire que je m'en étais un petit peu mieux sortie qu'eux, même si encore une fois, en restant hyper humble, tout le monde s'en était bien sorti et justement, les profs avaient été extrêmement pointilleux, notamment avec la méthodologie, avec la validation des hypothèses, parce que l'ensemble des mémoires avait été excellent. Mais ça, évidemment, ils ne le disent pas du tout sur le coup, ils le disent bien après, notamment au moment du rendu des notes. Donc entre-temps, on a bien le temps de stresser. Moi, je me souviens que j'avais eu plein de choses qui s'étaient accélérées entre-temps et je n'étais pas forcément ultra connectée à surtout pense à ton mémoire, surtout pense à ta note, etc. Mais quand j'ai eu la super bonne surprise de voir que j'avais eu 16 sur 20, donc j'avais eu de mémoire 15 à l'écrit et 17 à l'oral, il faisait la moyenne des deux, ce qui me donnait du coup 16 sur 20. Et c'était super bien parce que du coup, ça gonflait mon dossier, mais de fou. Je pensais pas forcément à la sélection, mais c'était quand même une bonne note. Et c'est surtout que je suis rentrée en Master 1, le cœur un petit peu plus léger. Je me suis dit que le mémoire de Master 1, ça allait être dans la poche puisque j'avais eu une excellente note en L3. Sauf qu'en réalité, pas du tout, puisqu'en fait la marche est tellement haute entre les exigences de licence et les exigences de master, ce qui fait qu'en réalité j'ai compris que j'allais pas devoir rendre du coup 45 pages, mais beaucoup plus, que la méthodologie, là pour le coup il fallait qu'il y ait des statistiques, et pire que ça, il fallait vraiment avoir une partie théorie, c'est-à-dire tout ce qui était lié aux auteurs, en béton armé. Et ça a été très compliqué pour moi de le comprendre, de le mettre en place. Je suis toujours partie avec l'idée de je sais faire puisque j'ai eu une bonne note en L3, et ça m'a vraiment coûté très cher, puisque jusqu'au dernier moment, il a fallu que je modifie énormément de choses, notamment le fameux plan de son mémoire. J'ai eu beaucoup de témoignages sur Instagram au niveau des étudiants qui m'ont dit c'est la cata. Au dernier moment, mon prof me dit que mon plan ne va pas, qu'il faut que j'inverse des choses, qu'il faut que je recrée une partie théorique, etc. Sachez que ça m'est arrivé, que c'est extrêmement stressant, mais qu'un prof, généralement, il fait pas ça pour vous mettre des bâtons dans les roues. Bien au contraire, il fait ça pour que vous ayez pas une bonne note, mais une excellente note. Concernant le mémoire de Master 1, j'étais ultra figée sur la thématique de L3, c'est-à-dire que je ne me voyais travailler sur rien d'autre que couple et cancer. Et ça a été très compliqué pour moi, je ne sais pas pourquoi je m'accrochais autant, certainement parce que j'avais eu une bonne note et que je m'étais dit du coup ça va être facile pour le mémoire de Master 1. En réalité pas du tout, puisque quand on décide de peaufiner une thématique que l'on a déjà travaillée, typiquement quand on décide de reprendre et de retravailler son mémoire de L3 pour le mémoire de Master 1, c'est des fois super compliqué parce qu'on nous demande un niveau d'exigence tel puisqu'on estime qu'on a déjà travaillé dessus. Donc c'est là que ça peut être un peu compliqué. Et ma prof m'a dit, c'est bon, il y a un article, il y a ton mémoire, le couple face au cancer, ça a déjà été largement vu, il faut que tu prennes quelque chose qui te corresponde un peu mieux. Et moi, je te propose de continuer de travailler en psycho-oncologie, mais pour le coup, de travailler autour de l'image corporelle. On avait beaucoup de cours sur les projectifs, donc tout ce qui est TAT et Rorschach, et on travaillait énormément sur l'image corporelle, la représentation du corps, le schéma corporel, etc., etc. Donc déjà, tout ça pour moi était hyper nébuleux, je ne faisais absolument pas la différence entre les trois, et c'est grâce à ce mémoire-là que j'ai réussi à détricoter et à vraiment pouvoir expliquer la différence entre représentation du corps, schéma corporel, image corporelle, etc., etc. Donc déjà d'un point de vue théorie, ce mémoire m'a énormément appris sur bien évidemment la psycho-oncologie, également sur comment construire sa pensée, comment justement réussir à attraper le lecteur et à l'emmener avec nous sans l'ennuyer, parce qu'il y a clairement des thématiques de mémoire qui sont hyper ennuyeuses. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure des rencontres, et là je m'y étais prise très tôt avec les échanges au niveau de ma professeure, j'ai réussi pour le coup à trouver une super thématique de mémoire
qui, on va dire au début, ne m'était pas forcément ultra familière, je n'avais pas très envie de travailler avec ça, mais je me suis dit, ma prof a l'air motivée, c'est déjà un bon point, cette personne va accepter de me suivre et vraiment de m'accompagner et de m'aider, et ça va être génial. Mais en réalité pas du tout, puisque ça a été exactement la même chose que pour le TER de L3, j'ai été lâchée dans la nature de A à Z, c'est-à-dire que là j'avais même quasiment plus d'échanges mail. Au dernier moment on m'a fait rebouger mon plan, ça a été hyper compliqué puisque je faisais passer des tests projectifs à des patientes qui avaient du coup été atteintes d'un cancer du sein, qui avaient subi une mastectomie, donc c'était quand même au niveau des représentations assez chaud. Ça a été très compliqué à mettre en place puisque là aussi il fallait que je trouve des sujets, trouver des femmes qui avaient subi une mastectomie, qui acceptaient de témoigner, qui acceptaient de passer des tests, qui possiblement allaient réactiver des choses. C'était hyper compliqué. J'avais également beaucoup de mal à échanger du coup avec ma directrice de mémoire, qui restait quelqu'un de super sympathique, mais de pas du tout disponible. Donc il fallait que je la harcèle, que je lui renvoie des mails, que j'arrive à la capter entre deux cours pour lui dire s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me répondre, est-ce que je suis sur la bonne voie, est-ce que je peux continuer en ce sens. Les échanges mails se sont encore une fois un petit peu accélérés sur la fin justement de ce mémoire-là, où là pour le coup il fallait vraiment que je valide. Je me souviens encore une fois d'un mail où la prof m'avait dit c'est la qualité qui compte et pas la quantité, et j'ai rendu du coup un mémoire à 50 pages, là où mes collègues avaient rendu des 70, des 80 et même une personne 100 pages. Là pour le coup c'est beaucoup trop, encore une fois je connais plus trop les exigences des universités, mais 100 pages un mémoire, même en dehors des annexes et de la bibliographie, ça me semble beaucoup trop. Pour ça, synthétiser un peu, mettez pourquoi pas des annexes, mais il faut vraiment que ce soit quelque chose de lisible, de cohérent, et quelque chose encore une fois qui dynamise la lecture et pas un truc complètement assommant. La veille de rendre mon mémoire, j'ai reçu du coup un mail de cette prof-là qui m'a dit je vous conseille de changer cette partie avec cette partie, de remanier ça, de refaire ça, ce qui fait que je me suis tapé une nuit blanche, la pire nuit de ma vie, hein. C'est pas la nuit blanche où on est content, on fait la fête avec ses copains, c'est une nuit blanche où quand on décide à un moment d'arrêter, c'est qu'enfin on est sûr de soi, où on n'a pas lâché le morceau de son mémoire et où on doit rendre son mémoire. Je suis arrivée hyper fébrile à la fac pour déposer ce mémoire-là, et une fois que ça a été fait, là j'ai pas du tout eu le soulagement que j'avais eu pour le TER de L3, là j'étais en stress total, et 3 semaines après on avait la soutenance. Et alors là pour le coup, entre passer de je travaille à fond et je n'ai rien à faire pendant 3 semaines, je me suis dit c'est la catastrophe, quand on a pris un rythme hyper soutenu, quand on vient de se taper une nuit blanche, le fait d'être complètement lâché dans la nature, avec pour le coup le stress évidemment de la sélection en Master 2 qui arrivait, je me suis dit c'est la catastrophe, il faut absolument que j'ai une excellente note. J'ai tenté de temps en temps d'envoyer des petits échanges mails en disant pour la soutenance, est-ce qu'on doit faire ci, est-ce qu'on doit faire ça, on n'avait aucune information, hormis le fait que là du coup il y allait avoir 2 professeurs, notre responsable de mémoire et un autre professeur, et moi le fait de me retrouver avec un prof que je ne connaissais pas forcément ou qu'allait être le méchant flic dans l'histoire, ça me tétanisait complètement. Ce qui fait que je suis arrivée du coup à ma soutenance de Master 1 hyper angoissée, vraiment hyper stressée, alors que d'habitude pour les soutenances, c'est pas quelque chose qui me perturbe de trop, encore plus maintenant parce que déjà avec les vidéos YouTube, ça aide un petit peu à parler à l'oral, mais aussi parce que généralement je me dis que tout est fait et qu'il y a juste à soutenir son travail. Mais je me suis rappelé de ce que j'avais fait en L3 et du coup, je suis venue vraiment remanier un petit peu mon travail autour de tout ce qui était prise de recul, de ce que j'aurais pu mieux faire, de ce qu'il aurait fallu faire autrement, etc. etc. Donc ça a beaucoup plu aux profs. Je voyais que pendant la soutenance, elle faisait des pas mal, etc. Mais en réalité, quand la soutenance s'est arrêtée, j'ai vu qu'elles avaient tourné énormément de pages de mon mémoire et qu'il y avait des parties entières qui étaient raturées. Il y avait du rouge partout, c'était la catastrophe. Et je me suis dit à un moment, mais en fait, il y a des parties entières que j'aurais pu enlever, ça ne va pas, etc. Et elles m'ont dit la même chose, comme quoi je ne retiens absolument pas les leçons, la même chose qu'en L3, en me disant que j'avais été beaucoup trop dure avec moi-même à la soutenance, que mon travail était très bien, qu'il fallait vraiment que je sois positive, que je garde confiance en moi, et vraiment que j'arrête en fait de me flageller sans arrêt en me disant que j'aurais pu mieux faire, etc. Ça a été quelque chose de très étayant pour moi, mais en même temps, je me suis dit comment je peux faire pour arrêter justement de remettre en question tout ce que je fais tout le temps. C'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai décidé de commencer une analyse personnelle, puisque je sentais qu'avec la sélection qu'approchait, ça allait être un peu la catastrophe niveau stress, et puis je voulais aussi comprendre un petit peu comment je fonctionnais. Donc c'est aussi important à certains moments de se servir de ce qui se passe autour de la construction, de la rédaction et de la soutenance de son mémoire, pour en tirer des conclusions, pour commencer pourquoi pas un travail perso ou pour se remettre en question positivement et de la bonne des manières. Très rapidement après la soutenance, j'ai eu la super bonne nouvelle du coup d'avoir également la note de 16/20 et ça je peux vous dire que quand on passe la sélection, avoir une super bonne note au mémoire c'est quelque chose d'hyper cool, ça nous détend, ça nous permet justement d'aborder la sélection
vraiment de manière plus zen, même si dans mon cas j'ai toujours stressé, et je vous renvoie d'ailleurs à ce que j'ai pu faire au niveau de la sélection comme bourde ou comme choses qui m'ont permis justement d'être sélectionnée peut-être, c'est peut-être ça qui a joué en ma faveur, mais ne faites pas comme j'ai pu faire sur certains points. Mais en tout cas, une fois que j'ai été sélectionnée, le soulagement de la sélection passé, il a fallu du coup rentrer en Master 2 et là penser une autre forme de mémoire, à savoir le mémoire institutionnel, c'est-à-dire de fusionner rapport de stage et mémoire pour venir penser la place du psychologue au sein de l'institution dans laquelle on avait fait son stage. Sacré programme, et je peux vous dire que la première fois que j'ai découvert ça, je me suis dit, 1, je ne comprends rien, 2, je ne vais pas y arriver, 3, ça ne me plaît pas. Et donc là, ça a commencé à être vraiment compliqué puisque je vous renvoie à toutes les péripéties que j'ai eues au niveau de mon stage de Master 2, mais c'était intimement lié au stage. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de stage ou notre stage était retardé, on ne pouvait absolument pas commencer à faire notre mémoire. Donc là, j'ai commencé à ratisser large, de moi-même à commencer à faire une bibliographie sur la place du psychologue à l'hôpital, puisque je savais que j'allais faire un stage à l'hôpital. J'étais quand même assez sûre de moi de trouver justement un stage dans le milieu hospitalier, donc j'ai commencé à chercher la place du psychologue dans tel ou tel service, la place du psychologue auprès de telle ou telle pathologie, dans telle ou telle structure, etc. Donc j'ai commencé déjà à beaucoup lire, et ça renvoie à ce que je vous disais en début de vidéo, c'était super intéressant parce que je comprenais là où je devais chercher. On a la chance d'avoir quand même des bases de données, notamment quand on est étudiant et qu'on a accès du coup à plein de sites avec notre numéro étudiant, à beaucoup de choses. Les bases de données sont énormes, des fois un petit peu trop, mais quand on arrive à jouer avec les mots-clés, quand on arrive à savoir où chercher, comment chercher et là où creuser, ça facilite quand même grandement la tâche. Donc ne minimisez pas tout ce qui est méthodologie de recherche, c'est hyper important et hyper intéressant. Prenez le temps d'en discuter entre vous, prenez le temps d'en parler à vos professeurs également, puisque eux peuvent avoir justement en tête des articles, des livres qui peuvent vous aider justement à trouver des auteurs, à trouver aussi d'autres articles, et ça vous fait une espèce d'arborescence qui vous permet de foncer au cœur d'un sujet qui vous correspond. Et alors, moi qui pensais être justement un peu en freestyle avec le TER de L3 et le mémoire de Master 1, là j'ai réellement compris ce que ça voulait dire que de ne pas être encadré du tout. On avait beau être une petite promo, on avait beau connaître énormément les professeurs et être assez proche d'eux, parce que c'était des gens hyper bienveillants, là pour le coup ça a été très compliqué, puisque j'étais avec une professeure que j'aimais beaucoup, mais qui m'a dit « s'il n'y a pas de souci, tes 2 premiers mémoires se sont super bien passés, en gros je te fais confiance, donne le meilleur de toi-même, c'est sûr ça va être bien ». Donc quand je prends du recul, c'était génial, parce qu'elle me mettait vraiment en confiance. Mais alors pour le coup, quand on est en stress d'être diplômé, quand on est jeune étudiant de Master 2, quand on entend ça, on entend plutôt de « tu te débrouilles comme tu veux ». Et le « tu te débrouilles comme tu veux », c'est extrêmement stressant, je peux vous dire. Et là, pour le coup, comme c'était la première fois que je faisais un mémoire institutionnel, il y avait de temps en temps effectivement une confrontation théorico-clinique à argumenter entre, par exemple, ce que disait un auteur sur la place du psychologue à l'hôpital et ce que moi, en tant que stagiaire, je pouvais trouver sur le terrain. Mais c'était super compliqué parce qu'en réalité, on n'était pas psychologue, on était psychologue stagiaire et en aucune façon, on ne pouvait se mettre à la place du psychologue dans l'institution et du coup savoir si la théorie ou pas validait ou invalidait ce qui se disait. Donc là, ça a été très compliqué. Heureusement, sur mon lieu de stage, j'étais avec 2 super psychologues qui m'encadraient et qui pouvaient répondre à tout un tas de questions. Et c'est surtout qu'elles m'ont dit, voilà comment est-ce que nous, on imaginerait répondre à la problématique de mon mémoire, à savoir quelle est la place du psychologue en structure douleur. Et en gros, elles m'ont vraiment aidé à faire le squelette de mon mémoire. Elles ne m'ont pas du tout aidé à justement y mettre les organes, les articulations, etc. si on reprend la métaphore du squelette, mais elles m'ont vraiment fait un espèce de plan. In fine, c'est pas forcément le plan de mémoire que j'ai validé, mais ça a été quelque chose de cohérent, de construit et qui au moins avait quand même été pensé par des professionnels de terrain. Ce qui a beaucoup plu à ma professeure, c'est que du coup, au niveau des remerciements et au niveau de la conclusion, j'ai mis en lumière justement cette idée de dialogue entre mon tuteur de stage, entre l'université, etc. Et elle m'a dit que c'était aussi comme ça que se pensait et s'argumentait une recherche, en venant dialoguer, en venant échanger et donc du coup en venant discuter avec pas mal de professionnels qui gravitent autour de notre mémoire parce qu'il y en a beaucoup. Au niveau de mon mémoire, je m'étais vraiment centrée sur le global, au niveau de la dynamique institutionnelle de l'hôpital, tout ce qui était justement généalogie institutionnelle et ça m'a passionnée, c'était juste incroyable, pour venir de plus en plus me centrer sur le service, le petit service, la place du psychologue, avec laquelle je faisais en fait mon stage. Ce qui a été le plus stressant dans l'histoire, ça a été la soutenance, puisque j'y allais pour le coup assez détendue, comme les 2 autres avant s'étaient bien passés. Et ce qui a été très compliqué, c'est que je me suis retrouvée face à un jury qui était beaucoup plus froid que ce que j'aurais pu imaginer. J'étais la dernière de l'ensemble de mon groupe de master à passer, et donc très naturellement, pour casser un peu l'aspect froid que j'avais senti, et surtout les autres qui m'avaient fait, donc les autres collègues avant qui étaient passés, qui m'avaient dit c'est pas trop la joie, elles sont pas très cool les profs, je suis arrivée en disant le meilleur pour la fin.
Et je ne sais pas ce qui m'a pris de dire ça d'ailleurs. Et là, les profs, il y en a notamment une qui a relevé le bout de son nez, qui a fait « bah c'est ce qu'on va voir ». Et là, je me suis dit « mais pourquoi t'as dit ça? Pourquoi tu t'es mis un tel bâton dans les roues? Qu'est-ce qui se passe ?» Donc là, je vous passe les galères entre le fait que j'avais pas enregistré mon PowerPoint en PDF, que le logiciel n'était pas le bon, etc. J'ai galéré, ça saoulait les profs autant que moi, mais j'étais hyper stressée. Et du coup, quand on stresse, au lieu de faire juste convertir en PDF, j'ai dû aller sur Internet, il n'y avait pas de connexion Internet. Le vidéoprojecteur qui est tourné depuis 2 jours non-stop était épuisé, le pauvre. Donc il buguait, ça faisait des coupures, enfin, c'était la catastrophe. Et le pire du pire, c'est qu'elle tournait en même temps que ce que je racontais les pages de mon mémoire. Et là, il y avait des pages qui avaient été à moitié déchirées, qui étaient à moitié cornées, qui étaient rayées. Je voyais, et pourtant j'ai pas une excellente vue, de loin des gros noms marqués en rouge. Et en même temps, quand je parlais, je voyais ça et je me disais, mais c'est foutu, en fait, c'est mort. Elles vont même pas te mettre la moyenne, tu vas devoir repasser. Ou alors elles vont te valider à 10 et ça va plomber ta moyenne. En réalité, je m'en moquais un peu, je voulais juste avoir 10 et le valider pour ensuite être diplômée et me barrer de l'université, mais c'était ultra méga stressant. Et au moment où j'ai terminé, j'ai terminé, et là la prof a dit bah on allait vous couper parce que dis donc vous parlez beaucoup. Hein. Et là je me suis dit ben normal en fait c'est une soutenance donc c'est logique qu'il n'y ait que moi qui parle. Et je pense que c'était un peu mon débit de parole, quand je suis stressée je parle encore plus vite que ce que je dis dans les vidéos, donc vous imaginez quand même le rythme encore plus soutenu. Et du coup, je me suis dit, ben là, c'est encore plus foutu parce que non seulement elles ont raturé la moitié de ton mémoire, mais en plus, t'as même pas fini, il n'y a même pas eu de questions-réponses et elles te clashent un peu. Ça va quand même être assez compliqué. En tout cas, c'est ce que je me suis dit. Et puis, elles ont refermé le mémoire. Et là, elles m'ont dit, eh ben en fait, on n'a rien à vous dire, c'est absolument parfait. Et là, je me suis dit, c'est une blague, qu'est-ce qui se passe, pourquoi elles me disent ça, etc. Donc, on a échangé très brièvement. Là, encore une fois, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je me suis dit que j'allais encore plus me remettre en question en me disant que j'aurais pu mieux faire, que j'aurais pu enlever ça, que là, j'aurais dû plus creuser cette partie, etc. Et il y a une prof qui m'a dit, bon, Danae, ça fait 3 ans que je vous ai en soutenance, vous faites toujours la même chose, donc maintenant ça suffit, arrêtez, c'est énervant, arrêtez de toujours vous remettre en question, arrêtez de ne pas vous sentir crédible, de ne pas vous sentir légitime, vous avez fait un super travail, c'est hyper bien construit, donc maintenant vous arrêtez. Après, c'est fait beaucoup d'échanges de questions-réponses. Elles m'ont posé quelques petites questions de théorie justement sur des auteurs que j'avais pu citer. Là où pour le coup j'aurais pu perdre des points, c'est que dans ma bibliographie, j'avais cité des auteurs pour lesquels j'avais dû lire 4 lignes d'articles. Faites très attention à ça, ne mettez dans votre bibliographie que ce que vous avez lu et que ce que vous connaissez, parce que si vous tombez sur un prof un petit peu à cheval sur la bibliographie qui vient au hasard dire « Ok, vous avez lu tel article de telle personne, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire ?» Avec le stress déjà, vous n'êtes pas à l'abri d'oublier, et en plus surtout si vous n'avez pas lu, là ça vous flingue complètement votre crédibilité, vous passez pour un menteur, et ça c'est vraiment pas cool, notamment quand on est psychologue, même s'il y a encore une fois tout un tas de stéréotypes qui tournent autour du fait que certains psychologues sont des charlatans. Non, on n'est pas des charlatans. D'ailleurs, ça me fait penser que ça pourrait être une vidéo plutôt intéressante. Bref, vous l'aurez compris, j'ai beau des fois être à l'aise à l'oral, c'est quand même un exercice qui me perturbe beaucoup. Quand on est impliqué dans son travail, on stresse encore plus. C'est logique, mais c'est important quand même de le rappeler. Prenez du temps pour vous, prenez le temps de construire quelque chose qui vous correspond. Prenez le temps d'apprécier ce mémoire, c'est un exercice qui est des fois fastidieux, surtout évidemment quand la veille pour le lendemain, on vous demande des changements, quand vous vous rendez compte que l'oral ne va pas forcément se passer comme vous l'avez fantasmé, mais c'est toujours important de garder à l'esprit que c'est vraiment crucial d'avoir non seulement une bonne note, mais aussi de prendre du plaisir. Si vous prenez du plaisir à penser, à rédiger, à construire et à soutenir ce mémoire-là, c'est déjà quelque chose qui va vraiment vous permettre d'être impliqué et pourquoi pas aussi d'avoir une bonne note. Si le jury sent que vous avez été impliqué, s'il sent que vous aimez ce sujet, ça va aussi jouer en votre faveur et c'est aussi important puisque les mémoires, rappelons-le, peuvent figurer dans les CV et c'est important aussi pour les recruteurs de savoir sur quoi vous avez travaillé, peut-être les thématiques également qui vous intéressent en dehors de vos expériences professionnelles ou de stage. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner et également à commenter, surtout si vous avez des questions. Vous pouvez également partager cette vidéo à des étudiants qui sont en train de rédiger leur mémoire pour qu'ils aient justement peut-être un petit retour d'expérience. Moi j'ai beaucoup stressé pour mon mémoire et finalement ça s'est très bien passé. J'ai aussi également eu beaucoup de retours d'expérience d'étudiants qui n'ont pas validé leur mémoire parce que les profs avaient été exécrables. C'est important aussi pour le coup de toujours garder un lien avec les professeurs, même s'ils ne répondent pas aux mails, à vous impliquer en cours, à oser poser vos questions. Ne restez pas en retrait par rapport à ce mémoire car c'est quelque chose de très important dans le parcours universitaire. J'espère que cette story time vous a plu. D'ici la prochaine fois, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.